Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, coup d'envoi des consultations parlementaires à Place de l'Étoile en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Au menu, la répartition des portefeuilles ministériels et la déclaration gouvernementale. Le groupe international de soutien au Liban rencontre le président Aoun au palais de Baabda. Les ambassadeurs appellent à la tenue des élections législatives à la date prévue. Et les forces d'élite irakiennes sont entrées ce vendredi dans Mossoul, mais se heurtent à une forte résistance des combattants du groupe État islamique. Les unités spéciales ont repris 6 districts de l'est de la ville. Je vous disais en titre, coup d'envoi des consultations parlementaires Place de l'Étoile en vue de former un nouveau gouvernement. Le Premier ministre désigné Saad Hariri s'est entretenu avec le chef du Parlement Nabi Berri et le chef du gouvernement sortant Tamam Salam avant de rencontrer les députés et les blocs parlementaires. Au cœur des consultations, la répartition des portefeuilles ministériels et la déclaration gouvernementale. Saad Hariri, qui a pu obtenir la tenue de l'élection présidentielle, ne sera pas impuissant à former le gouvernement. L'atmosphère dans le pays est positive et les choses se déroulent bien. Nous avons besoin d'un gouvernement qui soit rapidement formé. Pour ce faire, tout le monde doit faciliter ce processus et non le paralyser. Nous espérons que le prochain gouvernement aura les capacités de prendre ses responsabilités telles que les Libanais le désirent. J'ai exprimé l'espoir que la composition de l'équipe gouvernementale soit harmonieuse afin que les gens retrouvent confiance en l'État. Pour cela, il ne doit pas y avoir de tiers de blocage au sein du cabinet. Le président de la République, Michel Aoun, a reçu ce mardi au palais de Baabda les ambassadeurs des pays du groupe international de soutien au Liban. Une réunion largement consacrée aux derniers développements au Liban et dans la région, notamment la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Il a également été question de la formation du gouvernement. Lors d'un point de presse, la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Sigrid Kaag, a réitéré l'attachement du groupe international de soutien au Liban à la stabilité du pays, appelant à la tenue des élections législatives à la date prévue. Une nouvelle pause humanitaire de 10 heures décrétée par la Russie est entrée en vigueur ce vendredi matin dans la métropole syrienne d'Alep. Une première trêve de 3 jours mise en place fin octobre par les armées russes et syriennes avait expiré sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés, ni le retrait des combattants exigé par Moscou. David Gilbert nous en dit plus. Les précédentes trêves humanitaires à Alep n'ont jusqu'ici pas porté leurs fruits et peu d'habitants en ont profité pour quitter notamment les quartiers est assiégés par le régime syrien et son allié russe. Difficile donc d'accorder beaucoup d'importance à la nouvelle trêve annoncée par Moscou. Pour éviter les victimes superflues, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a déclaré une pause humanitaire à Alep de 9h du matin à 7h du soir. 10 petites heures, trop peu selon le chef de la diplomatie allemande, pour arriver à évacuer malades et blessés via les corridors humanitaires vers la province d'Idleb ou la frontière turque. Trop peu également pour acheminer l'aide destinée aux 250 000 habitants restant dans les quartiers tenus par les rebelles. Les rebelles qui, eux, n'ont pas du tout l'intention de respecter la trêve instaurée par les Russes, qui les appellent par ailleurs à mettre fin au combat et à quitter Alep. Surtout que depuis quelques jours, ils ont lancé une vaste offensive contre les quartiers ouest, aux mains du régime, avec pour objectif de briser par tous les moyens le siège qu'ils subissent depuis des mois. Nous nous sommes entraînés pour faire des attaques suicides en équipe, puis nous sommes entrés à Dayet al-Assad, environ 30 combattants, et nous avons tué environ 300 soldats. Jeudi, cette offensive rebelle s'est intensifiée. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Alep Ouest, faisant au moins 12 morts et 200 blessés parmi les civils. En Turquie, le régime de Recep Tayyip Erdogan continue sa répression après le coup d'État manqué de juillet dernier. La police turque a mené un vaste coup de filet contre le HDP, le Parti démocratique des peuples, la principale formation pro-kurde et troisième force politique du pays. Au total, 11 élus du HDP ont été interpellés et placés en garde à vue. David Gilbert. La scène est filmée au téléphone portable. Dans la soirée de jeudi, des policiers débarquent au domicile de Figen Yüksekdag. Ils viennent arrêter la coprésidente du HDP, le Parti démocratique des peuples, plus important parti pro-kurde de Turquie, qui les accueille sans ménagement.
Vous n'avez pas le droit d'entrer dans mon appartement comme ça. Je n'irai pas votre mandat. Allumez les lumières. Vos procureurs sont des voyous, et vous aussi. Dans un autre quartier d'Ankara, la police se dirige cette fois vers le quartier général du HDP pour le perquisitionner. S'ensuit un vif échange avec les députés présents, notamment le président du groupe parlementaire, Idriss Balouken, qui finira lui aussi par être embarqué et placé en garde à vue. En tout, au moins 11 députés du parti ont été arrêtés dans la nuit. Parmi eux, le leader charismatique du HDP, Selahattin Demirtas, arrêté chez lui à Diyarbakir, la principale ville à majorité kurde du sud-est de la Turquie. Diyarbakir où il manifestait dimanche dernier pour protester contre l'arrestation de 2 élus municipaux accusés de soutien au PKK, les séparatistes kurdes, considérés comme terroristes par le pouvoir. Demirtas qui a fait de sa formation la 3e du Parlement en nombre de députés est lui aussi poursuivi pour des liens présumés avec le PKK, ce qu'il a toujours nié. Avec les arrestations de cette nuit, le président Recep Tayyip Erdogan a en tout cas réduit au silence une importante partie de l'état-major du HDP et l'un de ses principaux opposants. L'explosion d'une voiture piégée devant un bâtiment de la police à Diyarbakir, une ville à majorité kurde du sud-est du pays. L'attaque a fait au moins 8 morts et plus d'une centaine de blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Le gouvernement a accusé le PKK. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a déjà revendiqué ces derniers mois des attaques à la bombe contre des cibles similaires. Dans le reste de l'actualité régionale, des forces d'élite irakiennes sont entrées ce vendredi dans Mossoul, mais se heurtent à une forte résistance des combattants du groupe État islamique. Les unités spéciales irakiennes du service de contre-terrorisme ont repris 6 districts de l'est de la ville. Entre-temps, les djihadistes de l'EI ont exécuté plusieurs centaines de personnes aux alentours de Mossoul, dont 50 des leurs pour désertion. Noémie Roche. Dans cette zone de l'est de Mossoul, on célèbre l'arrivée des forces irakiennes. Les djihadistes du groupe État islamique viennent d'être repoussés. Pour ces Irakiens, le soulagement est immense. Après 2 ans d'enfer, les habitants ont besoin de parler. Ici, tout le monde veut se battre aux côtés de l'armée irakienne contre ceux qui nous veulent du mal. On n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones portables. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir sans être couvertes de la tête aux pieds. Comme Karama, 5 autres quartiers viennent d'être libérés par les forces spéciales. Une avancée pour les forces irakiennes, mais les combats tout proches montrent que les djihadistes ne capitulent pas. Ici, dans ce village en périphérie de Mossoul, récemment repris lui aussi, les habitants s'empressent de récupérer ces cartons d'aide humanitaire. D'autres préfèrent partir par tous les moyens pour rejoindre les camps de déplacés. Dans cette zone industrielle, ils sont des centaines à patienter pour y accéder. Les forces spéciales tentent de mettre en place des couloirs humanitaires pour que les familles puissent se mettre à l'abri. Mais les militaires redoutent l'infiltration des djihadistes parmi les civils. Chaque personne est donc fouillée, questionnée et voit son identité vérifiée. Nous comparons leurs noms avec la liste des membres de Daesh que nous possédons. Depuis le 17 octobre, plus de 21 000 personnes ont fui vers les zones contrôlées par le gouvernement. Des milliers d'autres pourraient avoir été prises par l'organisation État islamique pour servir de bouclier humain. Et direction le Parlement où le député Ibrahim Kenahan devrait s'exprimer à l'issue de son entretien avec le Premier ministre désigné. وعرضنا معه لمطالب كتلة التيار الوطني الحر وأيضا لمسار التأليف. ركزنا بالبداية طبعا هذا عهد المساء وحضور دولة الرئيس حريري بالحكومة وفخامة الرئيس العماد ميشيل عون برئاسة الجمهورية، طبعا استكمالا مع دولة الرئيس نبيه بري، بحدد هذه الميثاقية بأجمل معانيها. من هالمنطلق طلبنا أن تكون الميثاقية هي القاعدة الأساسية بالتشكيل. يعني الشراكة اللي لطالما ندينا فيها كتيار، هذه الشراكة الحقيقية واللي التقينا فيها مع كل الكتل اليوم بظل هذا الالتفاف الوطني، أكان على فخامة الرئيس أو على دولة الرئيس، بنطلب اليوم أكيد أنه نستكملها
بتأليف الحكومة وسائر الاستحقاقات الدستورية التي يجب أن تستوي تحت سقف الدستور وتحت سقف الميثاق. تاني نقطة حكينا فيها هي الحقائب. طبعا نحن بنتمنى أن يتم توزيع هذه الحقائب كمان بالمعايير الديمقراطية، لا سيما يعني طرحنا مسألة المداورة. طبعا هذا الأمر خاضع لظروف التأليف، ولكن من المعايير الديمقراطية الأساسية مثل ما بنعرف غير الانتخاب وغير العودة إلى الشعب هي التداول بالسلطة. ومن هذا المنطلق كان كمان عندنا نقاش حول هالنقطة. أخيرا كمان حكينا بأنه موضوع البيان الوزاري. البيان الوزاري نحن بنشوف أنه خطاب القسم أخذ مساحة واسعة من التأييد من كل الكتل النيابية وخلق ارتياح. كمان دولة الرئيس أكد أنه هذا الخطاب سيؤخذ به بشكل أساسي في البيان الوزاري، أو هذا ما يتمناه وهذا نحن أيضا ما نتمناه، لأنه مش وحدنا، لا نحن ولا دولة الرئيس منقرر بهالمجال، كل الكتل بتقرر معنا. لكن الإشارات الإيجابية يلي عطتها الكتل النيابية حول خطاب القسم كانت مهمة جدا أنه نحن ناخدها بعين الاعتبار. أخيرا كان في مسألة كمان مهمة لنا، وهي عملية الإسراع بالتشكيل. نحن بنعرف أنه في لحظة مهمة اليوم عم بيعيشها لبنان داخليا وحتى دوليا وإقليميا. هنالك إيجابيات كبيرة، كان عندنا لقاءات مع البنك الدولي اليوم بالمجلس النيابي، وهنالك إيجابيات جدا مهمة وإشارات جدا إيجابية من بعد الانتخاب الرئاسي ومن بعد ما بدأنا بمسار التأليف، مش لازم نخسرها. من هالمنطلق كتير مهم أنه نسهل عمل التأليف، وبذات الوقت أن يكون هذا المسار يعني بأقرب فرصة ممكنة أن يكون لدينا حكومة تأخذ بعين الاعتبار حاجات الناس وحاجات الدولة. هلأ ما رح فوت بمسألة الحقائب وتوزيعها وبمين طلبنا وغيره، لكن بس شغلة واحدة، موضوع الأقليات كان له كمان حيز مهم، وبالتالي المطالبة بحقيبة للأقليات كانت كمان أساسية حتى الكل بلبنان اليوم وكل العائلات الروحية والعائلات السياسية التي تكون هذا المجتمع السياسي واللي مكون منها تشعر حالها مشاركة، وهي مشاركة فعلا بهذا العهد الجديد، هذا العهد الميثاقي الذي نتمنى أن نتعاون جميعا لإنجاحه. وشكرا. وللمرأة ايش شكرا. اكيد مش مشكله، قلنا مش كل شيء رح نحكي. Retour sur le plateau de l'info, le démantèlement du campement de Stalingrad est terminé, annonce de la préfecture de Paris. Ce sont au total 3852 migrants qui ont été évacués. Les réfugiés vont être accueillis temporairement dans des gymnases avant d'être redirigés vers des centres d'accueil et d'orientation. Juliette Lacharnay. Dans le calme, les migrants montent à bord de ces bus. 80 véhicules réquisitionnés pour évacuer du site plus de 3000 personnes. Des Soudanais, des Érythréens, mais aussi des Afghans, toujours en attente de leur sort. Il y a toujours cette crainte, je l'ai vu quand j'étais à bout de flanc, des personnes qui nous demandent si vraiment il y aura une place pour eux. Donc c'est là-dessus aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes bénévoles qui sont là pour essayer de leur expliquer que oui, elles vont être prises en charge, que oui, elles auront une place pour eux, si on ne laissera personne sur le carreau en fin de journée. Les migrants quittent Stalingrad, direction des centres d'hébergement temporaires, dont une dizaine de gymnases situés dans la région parisienne où leur demande d'asile doit être examinée, en attente de leur placement définitif. Parmi eux, plusieurs familles et mineurs isolés. C'est une opération qui a été prise pour plusieurs raisons. Première raison, les raisons humanitaires, évidemment, pour mettre à l'abri les hommes et les femmes qui composent ce campement. Et deuxième raison, évidemment, pour rétablir la tranquillité et la salubrité publique sur ce quartier. Un deuxième objectif difficile à tenir pour les autorités. Depuis plusieurs mois, cette zone est devenue un point de chute pour les migrants malgré les évacuations successives de juillet et septembre dernier. À chaque fois, les tentes avaient rapidement ressurgi sur plusieurs centaines de mètres entre les stations de métro Jaurès et Stalingrad.
Ces dernières semaines, plusieurs associations ont fait le parallèle entre l'afflux de nouvelles personnes dans le campement et le démantèlement de la jungle de Calais dans le nord de la France. Une information démentie par le gouvernement. Et ça y est, moins d'un an après son adoption par 195 pays, l'accord de Paris sur le climat conclu lors de la COP21 entre en vigueur ce vendredi 4 novembre. Pour l'occasion, Paris illuminera ce soir en vert la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et les quais de Seine. À quelques jours du passage de relais à la présidence marocaine pour la COP22, l'Elysée affirme que la mobilisation de la France restera entière pour que la justice climatique soit respectée. Reportage. Un accord historique, mais toujours insuffisant pour contenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle. Le projet d'accord proposé... Dans un rapport publié ce jeudi, l'ONU a demandé à tous les pays signataires de redoubler d'efforts de toute urgence. Si nous ne changeons pas nos comportements et n'agissons pas très vite pour le climat, il y aura davantage de cyclones, de sécheresses. Nous ferons face à des conditions météorologiques extrêmes. Des milliers de personnes seront amenées à disparaître. Changer nos comportements et vite. Malgré les engagements pris à Paris il y a un an, le monde se dirige, selon le rapport, vers des températures comprises entre 2,9 et 3,4 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Un résultat bien supérieur à l'objectif des 2 degrés annoncé. Car même si tous les pays tenaient leurs promesses, il en faudrait encore plus et limiter de manière radicale les émissions de gaz à effet de serre. Le fossé entre ce que nous devons atteindre et où nous en sommes aujourd'hui est équivalent à réduire nos émissions de 15 gigatonnes de carbone chaque année. C'est comme si nous devions faire disparaître toutes nos voitures en Europe, et ce, 15 fois. Parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique, les États insulaires de l'océan Pacifique. Pour accélérer le mouvement, ils tenteront aux côtés de près de 200 pays de renforcer ce pacte mondial, mais aussi définir les moyens d'application de l'accord de Paris lors de la COP22 qui doit s'ouvrir à Marrakech ce lundi. Toujours en France, c'était leur deuxième confrontation à 17 jours du premier tour du scrutin. Les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre ont débattu à Paris. 2h30 de questions-réponses sur l'exercice du pouvoir, la lutte contre le terrorisme, l'éducation ou encore la ligne politique à adopter. À tous, messieurs, dames. Il aura fallu attendre 30 minutes pour voir filer les premières flèches. Et c'est Bruno Le Maire, plutôt effacé lors du précédent débat, qui ouvre les hostilités. Bien, chaque année, le président de la République vient rendre des comptes. Certains sur son plateau avaient fait aussi la promesse de ne jamais se représenter si jamais ils étaient battus ou de se consacrer entièrement à leur ville. Donc s'ils avaient tenu leur promesse, on serait peut-être moins nombreux sur ce plateau. Sous-entendu, l'ancien chef de l'État n'a rien à faire ici. Ce dernier lui répond sèchement. Si j'écoute Bruno, si à chaque fois qu'on est battu, on n'a plus le droit de se présenter, je te rappelle que tu as été battu à la présidence de l'UMP. Pendant plus de 2h30, les 7 candidats parlent de l'exercice du pouvoir, de délinquance, de lutte contre le terrorisme et de politique étrangère de la France. Il a abandonné d'ailleurs ces quartiers. Dans nos banlieues, on explique qu'il faut respecter les femmes, on explique qu'on parle des principes fondamentaux de la République et en même temps on fait la danse du vent devant le roi d'Arabie Saoudite. Nathalie, moi je crois que pour vaincre le terrorisme, il faut de la cohérence. Alors, il faut avoir le même discours à Doha et à Paris. Sur ce sujet, Nicolas Sarkozy se pose clairement au-dessus de la mêlée. Si vous croyez qu'on va ramener la paix, qui est absolument la priorité absolue de notre politique étrangère, de vrai, autour de la Méditerranée, sans avoir l'Arabie Saoudite, Téhéran, Moscou avec nous, alors vous ne connaissez pas ces dossiers. Je voudrais faire remarquer, c'est ça l'intérêt de ce débat, il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et puis de l'autre ceux qui sont juste là pour prendre des cours. On a tous travaillé, tous réfléchi à ces questions. Durant le débat, Alain Juppé tente de rester dans son couloir de favori des sondages, mais Nicolas Sarkozy va le chercher en s'attaquant à l'un de ses soutiens, le centriste François Bayrou. C'est un problème politique majeur. Monsieur Bayrou dit, il est temps de mettre les choses au clair. Je ne reconnais pas la primaire, je ne participe pas à la primaire et je ne suis pas engagé par la primaire. Parfait. On va créer un contrat de gouvernement avec lui ? Alain Juppé nie toute alliance secrète avec le maire de Pau. Il m'apporte son soutien. Contrairement à tous les mensonges que j'entends dire, je ne lui ai rien promis et il ne m'a rien demandé. Le premier tour de la primaire se tiendra le 20 novembre prochain.
J-4 avant la présidentielle aux États-Unis, les électeurs américains ont déjà commencé à voter pour le scrutin du 8 novembre. C'est ce qu'on appelle le early voting. Le vote anticipé est autorisé dans 37 États, parmi eux la Caroline du Nord, un swing state, un État qui peut balancer côté démocrate ou républicain, comme on l'a vu en 2008. Puis en 2012. La participation des Noirs américains au scrutin est l'un des enjeux principaux sur lequel compte beaucoup le camp démocrate en Caroline du Nord. Florence Tomaso. Ces sympathisants républicains ne prennent pas seulement un bain de soleil. Ils sont arrivés plusieurs heures en avance pour voir celui qu'ils admirent tant, Donald Trump. Je suis arrivé tôt parce que je savais qu'il y aurait du monde. Partout où il va, il y a foule et je voulais être près de la scène pour voir Monsieur Trump, notre prochain président des États-Unis. Ici, à Concorde, en Caroline du Nord, le candidat républicain tenait ce jeudi l'un de ses derniers meetings devant des électeurs conquis par sa façon de faire de la politique. Les gens sont énervés par ses propos explosifs, mais moi je trouve ça rafraîchissant. Il n'est